Vous êtes-vous déjà demandé qui gouverne Internet ? Une question majeure quand on sait la place qu'il occupe aujourd'hui dans notre quotidien. Utilisé par plus de 5 milliards d'individus dans le monde en 2023, Internet est un ensemble de réseaux informatiques interconnectés. Aucun individu, entreprise ou État ne décide seul de ses orientations. Sans garde-fou, qui pourrait en effet nous assurer de la protection de nos données, de nos courriers, de nos achats, de notre liberté d'expression ? Nous verrons qu'Internet repose sur une coopération multi-acteurs dite gouvernance de l'Internet, et que la société civile comme les utilisateurs contribuent aussi à promouvoir un Internet collectif, fiable et sûr. Présentons maintenant notre expert en la matière. Pierre Bonis occupe depuis 2017 le poste de directeur général de l'AFNIC, l'association chargée de gérer le registre Internet des noms de domaine en .fr. Spécialiste des questions de coopération internationale, il a coprésidé le comité d'organisation du Forum mondial sur la gouvernance d'Internet de Paris, organisé dans le cadre des Nations Unies. Entre 2019 et 2022, il a présidé le groupe de liaison sur la gouvernance de l'Internet au sein de l'ICANN, organisme dont on va beaucoup parler dans le cadre de ces épisodes. Grâce à son expertise, les enjeux passionnants de la gouvernance de l'Internet ne seront plus un secret pour vous. Et dans ce premier épisode, nous revenons sur l'origine libertaire d'Internet, fondée par des universitaires, puis sur la nécessité, face à l'explosion du nombre des utilisateurs, d'instaurer des instances de gouvernance au cours des années 1990 et 2000, qui entérinent de grands principes préexistants. À partir de quand Internet a-t-il été gouverné ? Comment se sont organisées les discussions ? Et par qui ? Autant de questions auxquelles nous répondons avec notre spécialiste Pierre Bonis. Pierre Bonis, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Qui gouverne Internet ? C'est plusieurs acteurs différents, donc il n'y a pas d'organisme qui gouverne Internet de manière centralisée. Il n'y a pas une espèce de personnalité comme ça, hyper importante, qui gouverne seule ? Non, il y a une multiplicité d'acteurs qui gouvernent une multiplicité de fonctions d'Internet. C'est donc un objet dont l'évolution, dont la gestion, dont les règles sont décidées par énormément d'acteurs, aussi bien au niveau international qu'au niveau fonctionnel. Donc, c'est un objet qui évolue grâce à ce qu'on appelle une gouvernance multi-acteurs. Alors justement, on va décrypter tout ça. Parmi ces acteurs, on peut citer l'ICANN, le W3C, l'IETF, les États, les universités. Qui sont ces acteurs ? Là, on est sur des acteurs qui sont principalement occupés par la gouvernance technique d'Internet. L'ICANN, c'est un organisme américain à portée internationale qui est en charge de coordonner et de gérer le fonctionnement des registres Internet de premier niveau, génériques, c'est-à-dire le .com, le .net, le .org, plein d'autres. Et qui a aussi une autre fonction qui est d'accueillir en son sein l'organisme qui gère la racine d'Internet, ou la racine, plus exactement, du système des noms de domaine qui correspond un peu à la racine d'Internet. Donc, il y a plusieurs strates et l'ICANN abrite l'organisation qui abrite cette racine. C'est l'ICANN qui est garante du fait que l'organisation qui a en charge cette gestion de la racine le fasse selon les règles qui, précisément, et on y reviendra, ont été établies par un consensus de tous les acteurs concernés. Le W3C, c'est un organisme de standardisation, tout comme l'IETF. C'est-à-dire, c'est des organismes-là qui sont vraiment purement techniques. C'est des organismes qui sont ouverts à tous, donc qui peuvent être multi-acteurs. Tout le monde peut y aller. Tous les ingénieurs du monde peuvent aller à l'IETF ou peuvent aller au W3C. L'IETF, c'est ce qui nous intéresse, nous, à l'AFNIC, pour le dire vite. C'est-à-dire que c'est les standards des protocoles de base d'Internet. Ce qui fait fonctionner l'infrastructure. Vous en entendez parler, parfois vous savez pas ce que c'est quand vous le regardez, mais par exemple, quand vous allez sur votre navigateur, vous allez voir TCP quelque chose. Oui. TCP, c'est l'IETF. D'accord, c'est eux qui définissent ce protocole. Voilà. C'est un protocole qui a été créé à l'IETF. Le DNS, le système des noms de domaine, c'est l'IETF qui l'a créé. Et le W3C, c'est la même chose, mais pour les couches qu'on va dire hautes de l'Internet, c'est-à-dire le web. C'est ça, donc il y a l'Internet d'un côté et le web de l'autre. C'est deux choses complètement différentes. Il y a aussi des représentants du secteur privé, Pierre, dans cette gouvernance. Oui, tout à fait. D'abord, on les retrouve souvent à travers les ingénieurs que j'ai cités dans les instances techniques, IETF, W3C, mais aussi à l'ICANN. Et alors, à l'ICANN, ce qui est particulier, c'est que il y a, par construction, des collèges, on va dire, de représentation des gouvernements. Ça s'appelle le GAC, le Government Advisory Council, du secteur privé, les gens qui s'occupent de la propriété intellectuelle, les fournisseurs d'accès, etc., etc. Et la société civile,
les ONG et les représentants des utilisateurs. Et il y a des acteurs qu'on appelle la communauté technique qui sont là pour, en fait, transcrire ces décisions-là dans des protocoles et qui, en fait, elle-même est constituée de différents types d'acteurs. Par exemple, l'AFNIC fait partie de la communauté technique et au sein de l'AFNIC, il y a des utilisateurs, du secteur privé, du gouvernement, etc., etc. Donc, c'est un peu comme des poupées gigognes, mais systématiquement, tous les acteurs concernés, ou ceux qui se sentent concernés, puisque c'est des organisations ouvertes, peuvent venir et participer à l'élaboration des protocoles. Donc on est sur un maillage privé, public, des organisations étatiques, des entreprises privées, des ingénieurs, n'importe qui peut à un moment donné rentrer dans cette gouvernance, s'y intéresser, comprendre pour faire avancer l'Internet. Tout à fait. J'aimerais qu'on en vienne maintenant, Pierre, aux prémices. Quand les premiers débats sur le contrôle et la coordination d'Internet ont-ils eu lieu en fait? Qui les a initiés finalement? Ils ont eu lieu dès qu'Internet a commencé à porter des espoirs de ses utilisateurs. Ils n'étaient pas forcément très très nombreux au départ, mais certains ont eu peur que ce lieu virtuel qu'ils avaient inventé et qui commençait à investir, souvent des universitaires qui faisaient cela, puisse faire l'objet soit d'une privatisation par une grande entreprise. À l'époque, on avait probablement beaucoup plus peur d'IBM que de Google et de Google. Ouais. Soit de l'État. Là, on est dans les années 90, lorsque ces débats interviennent. Internet est lancé et pas encore vraiment de réflexion sur ce que ça va conduire dans le monde entier, mais certains s'interrogent déjà sur qu'est-ce qu'on va faire de ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? En fait, Internet, c'est aussi pour cela que, à l'AFNIC, on pense que c'est un bien à la fois très précieux, mais unique, et peut-être unique dans l'histoire récente. Pourquoi? Parce que ce qui sauve Internet, c'est que personne n'y croit. Quand les premiers chercheurs mettent en place les briques d'Internet, il y a une partie des briques d'Internet qui est liée à une commande de l'armée américaine. Qu'est-ce que dit l'armée américaine? Elle dit, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai mon centre de communication qui est à je sais pas quel endroit sur le territoire des États-Unis. Si ce centre de communication se fait bombarder, il n'y a plus rien qui marche. Trouvez-moi un système décentralisé pour que même si j'ai un nœud qui est bombardé, le reste des nœuds puisse continuer à fonctionner. Ça, c'est un des éléments constitutifs d'Internet. Et c'est issu de contrats passés par le Pentagone à des universitaires pour essayer de trouver des systèmes d'interconnexion qui permettent une grande résilience des outils de communication. Et donc, ils créent ce qu'on appelait dans les années 90, aujourd'hui ça fait un peu dépasser, le cyberespace. Et c'est ce cyberespace-là qui finissent par considérer comme un espace à part entière, presque un continent à part entière. Et dès lors, la question se pose de savoir à qui appartient ce continent. Et c'est là où l'ICANN intervient avec sa création en 98 qui va vraiment contribuer à faire naître cette gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Oui, alors quand l'ICANN naît, il y a deux forces qui pourraient être des forces de monopolisation d'Internet qui sont en place. D'abord, il y a la force du gouvernement américain. On peut décider que finalement, ça c'est à lui. Et puis, il y a déjà des acteurs tout à fait majeurs sur les protocoles de base d'Internet. On pense notamment à la société VeriSign qui existe encore et qui, à l'époque, gère le .com, le .net, le .org. À elle seule, au fait, gère 99,9% des adresses Internet du monde. Et donc, on se dit, qui c'est qui va gagner? Et finalement, le gouvernement américain à l'époque, sous la présidence de Clinton, c'est Al Gore qui est très investi là-dedans, accepte de mettre en place une organisation où le gouvernement n'est pas présent, mais garantit que l'organisation fonctionne, et qui est une organisation multi-acteurs, c'est-à-dire qui reprend la demande des ingénieurs, des techniciens, des universitaires qui ont créé le réseau au départ, de garder une gouvernance transparente où tout le monde puisse donner son avis et où personne n'ait un avis prépondérant. Et encore une fois, tout cela n'a été possible que parce que peu de gens croyaient dans l'avenir d'Internet. Si à l'époque, tous les grands fournisseurs d'accès, France Télécom, Deutsche Telekom, Verizon, avaient pensé que l'Internet avait un avenir, on n'aurait jamais pu faire l'ICANN. Ouais. On avait les mains libres à ce moment-là pour pouvoir organiser ça sans avoir, on va dire, de lobbying, de pression particulière, parce qu'on n'y croyait peut-être pas beaucoup. C'est un peu une expérience de hippie californien, et c'est devenu ce que c'est devenu. J'aimerais qu'on revienne sur ce concept de la gouvernance. Quand est-ce qu'il a été défini, Pierre? Et puis c'est quoi ses grands principes? Alors, pour la date de la définition,
il faut partir probablement de la date de la définition internationalement reconnue. Et donc, pour définir quelque chose de manière internationale, il n'y a rien de tel qu'un sommet mondial des Nations Unies, avec tous les pays du monde qui sont là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le sommet mondial sur la société de l'information, qui définit ce qu'est la gouvernance de l'Internet. Alors, il faut savoir que cette définition, donc, elle est issue de 2 ans de négociations entre plus de 180 pays. Donc, à la fin, la définition de la gouvernance de l'Internet, c'est l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé et la société civile, dans le cadre de leurs rôles respectifs, de principes, de normes, de règles, de procédures de prise de décision et de programmes communs propres à modeler l'évolution et l'utilisation de l'Internet. Et là, on est en 2003. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on dit rôle respectif. On a considéré que chacun avait un rôle, mais on n'a pas réussi totalement à se mettre d'accord au niveau international sur quel est le rôle de chacun. Donc, la reconnaissance de la gouvernance de l'Internet, c'est avant tout la reconnaissance que cette gouvernance n'est pas un monopole d'État et n'est pas non plus un monopole privé. On peut pas breveter Internet en disant « Non, mais Internet, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui fais les règles et puis tu me payes une licence ». Ça va à peine plus loin que cela. C'est juste une définition. Et c'est déjà majeur. Ah, c'est tout à fait majeur. Personne ne peut s'approprier Internet. C'est comme un pays qu'on pourrait visiter, mais qui n'appartient à personne, mais donc à tout le monde. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'est une définition négative qui dit que ça ne peut pas être la gouvernance de l'Internet. Ça ne peut pas être un monopole d'État, ça ne peut pas être un monopole privé, et ça ne peut pas non plus être l'anarchie totale avec 0 règle. Mais alors, c'est quoi les grands principes avec autant d'acteurs, avec une importance si grande? Comment on crée une gouvernance, avec quelle philosophie, Pierre? Alors, peut-être avant la philosophie, le but, pourquoi est-ce qu'on veut gouverner l'Internet? Et ça, c'est intéressant, c'est que, en tout cas, à cette époque-là, il y a un consensus mondial pour dire que l'Internet, ça apporte du bon, que c'est une bonne chose. Et donc, l'objectif de la gouvernance de l'Internet, c'est de faire en sorte que Internet continue à exister et qu'Internet se développe. Internet, en tant qu'outil, ne doit pas mourir, ne doit pas être obsolète, doit continuer à fonctionner. C'est essentiellement cela, finalement, qui fait consensus. Donc, on est vraiment là dans les fondamentaux de la gouvernance de l'Internet, multi-acteurs, consensuel et orienté vers le fonctionnement. Il faut que ça continue à marcher. Avec une nécessaire neutralité sur des technologies, sur la manière dont ça va fonctionner, pour pas que certains acteurs puissent s'arroger tel ou tel protocole parce qu'ils en seraient propriétaires. J'imagine que cette neutralité, elle est importante aussi. Ah oui, elle est très, très importante. Et elle est très liée d'ailleurs à Internet, beaucoup plus qu'aux couches hautes. Internet, c'est ce que les Américains ou les Anglo-Saxons vont appeler un enabler. Pour que tout le monde ait un égal accès au marché, que tout le monde puisse faire connaître son invention, il faut que tout le monde soit traité de la même manière sur le réseau. On y reviendra plus tard, c'est la neutralité du net. Donc ce caractère, je dirais, neutre de l'infrastructure et d'Internet en tant que tel, il est fondamental et il est affirmé dès le départ. Le caractère transparent, il est très important aussi. Parce que Internet, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a une délégation de confiance. Et pour faire confiance, il faut pouvoir vérifier. C'est pour cela que tout le fonctionnement d'Internet aujourd'hui est accessible en description. Vous pouvez télécharger la totalité et gratuitement de tous les protocoles, de tous les codes sources qui font fonctionner Internet au départ. Tout Alors, est accessible. En même temps, il y a une vraie barrière à l'entrée. C'est pas simple de le lire non plus. C'est pas simple de le lire, mais globalement, c'est un effort de transparence qui est aussi assez unique dans l'histoire des inventions mondiales. Donc on l'a compris, création de l'ICANN en 98 et puis le SMSI vient d'abord en 2003 à Genève, puis en 2005 à Tunis, permettre de structurer la gouvernance d'Internet. Le SMSI, c'est un sommet des Nations Unies qui a vraiment consacré la gouvernance d'Internet en tant que domaine d'étude à part entière. Et c'est le début d'une aventure qui va nous accompagner jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup d'utilisateurs. Tout à fait. Et je crois que vous avez utilisé le bon mot, c'est la consécration. C'est-à-dire que les Nations Unies ne créent pas l'architecture de gouvernance de l'Internet, mais elles la reconnaissent. Donc, finalement, ce sommet mondial, il dit il y a d'autres modes de gouvernance que l'intergouvernemental qui existe depuis 1945. Pas pour tous les sujets, mais pour Internet, ça s'applique. Et on est encore dans ce régime, finalement, où aucune organisation internationale, aucun pays, et Dieu sait qu'il y en a qui malheureusement essayent de le faire, on imagine, ne peut avoir la main à lui seul sur cet outil universel et qui est un commun,
un bien commun qu'est Internet. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse, puisque ce SMSI crée d'ailleurs un espace de discussion mondial sur la gouvernance d'Internet auquel tout à chacun peut accéder, contribuer. Oui, tout à fait. Le forum sur la gouvernance de l'Internet, qui est à la fois mondial et qui est décliné pays par pays, enfin en tout cas pour les pays qui le souhaitent. C'est le cas en France, du coup. Et c'est le cas en France. Ouais. Il y a un forum sur la gouvernance de l'Internet France qui se réunit plusieurs fois par an, enfin au moins une fois par an. Et je vous invite vraiment tous à participer au FGI France. C'est gratuit. Tout le monde est là. Et tous les ans, on se pose des questions fondamentales sur le fonctionnement d'Internet, sur les nouveaux protocoles, sur ce qui arrive, ce qui pose problème. Et il n'y a pas que des ingénieurs, il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des étudiants en droit, des étudiants même en philo, des artistes. C'est extrêmement intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup Pierre pour ce premier épisode dans lequel on a compris quels sont les différents volets historiques de la gouvernance de l'Internet, des mécanismes de concertation entre les parties prenantes que sont les gouvernements, les fournisseurs d'accès, les industriels des télécommunications et l'ensemble des utilisateurs. Dans le prochain épisode, nous verrons que de grandes affaires comme l'affaire Snowden ont poussé les acteurs à repenser les périmètres de la gouvernance de l'Internet. À suivre donc dans le prochain épisode. Bonne écoute sur derrière le.fr. Merci Pierre. Merci David.